Salut et bienvenue ici Philan Jota du cabinet Philan Jota Strategy Consulting. Alors nous sommes vraiment en train de vouloir finir avec le 10e module de notre formation en gestion financière et budgétisation d'une entreprise. Ce 10e module parle évidemment de la gestion financière internationale. Donc, quand vous êtes une entreprise et que vous aspirez vous étendre à l'échelle internationale, vous êtes obligé à un certain niveau de maîtriser comment se passe la finance sur le plan international. Pour ce faire, ce 10e module est donc là pour vous donner les concepts clés de la gestion financière sur le plan mondial, afin que vous puissiez savoir comment est-ce que ça fonctionne lorsque votre entreprise atteint un niveau où vous voulez déjà vous déployer dans plusieurs pays, que ce soit en Europe, en Asie et partout ailleurs. Voilà. Donc, déjà, on va parler de cela. Et premièrement, qu'est-ce que c'est la gestion financière internationale? C'est l'ensemble des activités qui permettent à une entreprise de gérer ses opérations financières à l'échelle internationale. Voilà. Donc, c'est-à-dire, si par exemple, vous voulez vous déployer dans d'autres pays, vous aurez besoin des investissements. Vous aurez besoin de financer ce déploiement-là. Pour ce faire, certaines entreprises peuvent ouvrir leur capital, c'est-à-dire chercher à acquérir de nouveaux investisseurs pour minimiser les risques. Ou bien ils peuvent à un niveau vendre des succursales, ou bien vendre on peut dire, généralement ils appellent ça des franchises. Ils peuvent vendre des franchises à certaines personnes pour que ceux-là puissent utiliser leur nom, par exemple, pour se déployer dans d'autres pays. Par exemple, McDonald's. Aujourd'hui, McDonald's vend des franchises à plusieurs entrepreneurs, à plusieurs investisseurs. Si vous voulez ouvrir le label McDonald's ou bien utiliser ce nom-là, vous pouvez vous rapprocher de cette entreprise et acheter, il peut dire des droits que ce soit sur le nom, que ce soit sur la marque, que ce soit sur le business plan, le business model de cette entreprise-là. Parce que ce que McDonald's, ils font dans la restauration, c'est-à-dire la restauration vite fait, que ce soit les fast-food. Et en plus de cela, leur business model aussi, que beaucoup de personnes ne savent pas, ils font aussi dans l'immobilier, c'est-à-dire ils louent des biens, des maisons à des fins beaucoup plus... Ça leur permet de gagner beaucoup plus d'argent, c'est-à-dire ils peuvent louer des appartements aux entreprises, aux entrepreneurs, et ça leur permet de gagner plus d'argent. C'est vrai que la restauration, c'est juste un plan de leur investissement, mais en arrière-plan, ils gagnent aussi beaucoup plus d'argent dans l'immobilier. Voilà, donc c'est ça. Ils peuvent vendre des franchises à des personnes qui veulent utiliser leur marque. Et pour ce faire, il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir déployer cela. Oui. Donc, c'est ça. Donc, cela inclut la gestion des flux de trésorerie, des investissements, des risques. Quand on parle de gestion des flux de trésorerie, c'est-à-dire tous les entrées et les sorties liées à une entreprise. Pour cela, ils doivent savoir combien est-ce qu'ils gagnent, combien est-ce qu'ils dépensent, avant de voir quel est le montant qu'ils peuvent utiliser pour se déployer, par exemple, à l'échelle internationale. Qu'est-ce qu'il faut investir? Quel est le montant à investir en Europe si on veut ouvrir une succursale de notre entreprise? Pour cela, ils doivent maîtriser déjà combien est-ce qu'ils gagnent. Est-ce que le montant qu'ils ont déjà sur place peut leur permettre déjà de pouvoir ouvrir une succursale dans un pays? Ils doivent bien maîtriser leurs entrées et leurs sorties afin de pouvoir mieux se déployer dans d'autres pays. Parce que s'ils ne maîtrisent pas cela, ils peuvent s'implanter dans un pays, mais ils n'ont pas assez de fonds pour pouvoir déployer, pour pouvoir mieux s'implanter dans cette zone-là. Et du coup, ce sont des investissements qui peuvent aller à perte. Voilà, donc c'est ça, ils doivent maîtriser bien leurs entrées et leurs sorties. Ils doivent savoir maîtriser leurs investissements. Quand ils investissent, par exemple, dans un nouveau projet ou bien dans un nouveau produit, ils doivent avoir des données claires. Est-ce que ce produit-là va se vendre? Est-ce qu'il y a de la demande sur ce produit-là sur le marché? Ils doivent bien réfléchir avant d'investir dans un nouveau projet, bien dans un nouveau produit. Ils doivent... Ça inclut aussi des risques et des opportunités financières à l'étranger. Oui. Par exemple, ils peuvent, à une certaine mesure, avoir des concurrents dans un pays. Ils veulent s'implanter dans ce pays-là. Mais ces concurrents-là peuvent être à une petite échelle.
pour ne pas trop dépenser, ils peuvent à un certain niveau chercher à acheter ou bien à acquérir la concurrence. Vous allez voir, ils vont venir dans un marché bien spécifique et ils vont acheter ils vont acheter les petites entreprises qui sont dans le même secteur que eux. Et lorsqu'ils achètent ces petites entreprises-là, ils redéploient maintenant leur stratégie dans ces petites entreprises pour les faire croître. Oui. Ou bien ils peuvent arriver et voir que la concurrence, il y a des petites entreprises dont leur business model est déjà fonctionnel, mais ce n'est pas à grande échelle. Ils vont les racheter et y mettre une stratégie beaucoup plus élevée afin de pouvoir augmenter la taille de l'entreprise. Voilà, donc pour ce faire, il y a des stratégies et des financements qu'il faut mettre en place pour pouvoir acheter ces entreprises-là. Premièrement, est-ce que ces entreprises-là, à un certain niveau, il faudra d'abord chercher à savoir est-ce qu'ils veulent être achetés. Pour ce faire, il y a beaucoup de consultants qu'il faudra payer pour mettre en place afin qu'ils puissent convaincre ces entreprises d'un potentiel achat. Donc, c'est ça. Et aussi, on va aussi parler des principaux concepts de la gestion financière internationale. Comme premier concept, on va parler du taux de change. C'est quoi le taux de change? Le taux de change est le prix d'une monnaie étrangère exprimée en monnaie locale. Oui, par exemple, ici, vous allez voir, on va dire 1 euro est par exemple égal à 1,1 $. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux de change. C'est-à-dire votre monnaie, par exemple, on dit 1 euro est égal à 645 francs ou bien 650 francs CFA. C'est-à-dire, c'est ça en fait, on exprime votre monnaie, c'est le prix d'une monnaie étrangère exprimée en monnaie locale. Si par exemple, vous êtes dans votre pays, quelle est la valeur de votre monnaie? Votre monnaie vaut combien par rapport au dollar? Ça, c'est ce qu'on appelle le taux de change. Par exemple, actuellement, je suis au Cameroun. Ici, 1 euro, c'est vrai que ça fluctue. 1 euro fluctue généralement entre 640 francs, 650 francs. Tandis que 1 dollar, généralement, fluctue entre 610 francs et 640 francs. Donc, c'est ça, en fait, le taux de change du franc CFA par rapport à l'euro ou par rapport au dollar américain. Oui, je précise bien dollar américain parce qu'il y a le dollar canadien et le dollar néo-zélandais aussi. Oui. Donc, aussi, il y a ce qu'on appelle les risques de change. Ce sont les risques liés à la fluctuation des taux de change. Les risques liés à la fluctuation des taux de change. Parce que les taux de change, en fait, ce sont des données qui sont variables en fonction du temps et en fonction de l'activité micro ou macroéconomique. Aujourd'hui, vous allez voir, le dollar est en hausse par rapport à l'euro. Demain, vous allez voir que c'est plutôt l'euro qui est en hausse par rapport au dollar. Généralement, ça dépend de plusieurs facteurs mis en jeu. Ça peut être des guerres, ça peut être un événement qui a eu lieu et qui impacte de façon directe l'économie d'un pays. Qui peut, généralement, si on prend par exemple le cas de la guerre en Ukraine, on se rend compte que les prix des denrées alimentaires en Afrique ont drastiquement augmenté. Pourquoi? Parce que la guerre en Ukraine est venue changer la donne. Oui. Donc, les pays africains qui avaient l'habitude d'acheter de la farine à moindre coût, la guerre est venue bloquer tout. Et du coup, pour que cette farine-là puisse être exportée vers l'Afrique, il y a trop de contraintes. Et ces contraintes-là ont poussé à ce que le prix de la farine augmente. Et quand le prix de la farine augmente, ça a des répercussions sur l'économie des 10 pays en question, que ce soit chez ceux qui achètent, que ce soit même aussi chez ceux qui sont en train de vendre. Oui, donc, ce sont les risques liés aux fluctuations des taux de change. Oui, par exemple, comme je disais tantôt, le dollar varie par rapport à l'euro. L'euro peut varier par rapport au yuan. Ça peut varier par rapport à la livre sterling. Oui, parce que ce sont des marchés qui sont constamment en fluctuation par rapport aux événements économiques qui se passent, par rapport aux événements heureux ou malheureux qui se passent à travers le monde. Ça impacte de façon directe sur la monnaie de chaque pays et en fonction des autres pays qui sont en concurrence ou bien qui sont
en échange économique, en fait. Oui. Donc, et ces risques de change peuvent avoir un impact sur les flux de trésorerie et les résultats financiers de l'entreprise. Oui. Quand on prend toujours le cas de la guerre en Ukraine, si on prend toujours le fait que le prix de la farine, par rapport au prix de la farine, pour les pays africains, la farine a augmenté à un certain niveau. Oui, ça c'était dû. Ça c'était l'une des conséquences de la guerre. Oui, donc, vous voyez que par exemple les entreprises africaines qui sont spécialisées dans la boulangerie, parce que pour fabriquer du pain ou bien les dérivés, ou bien les produits qui sont fabriqués à partir de la farine, toutes les entreprises qui utilisent la farine seront impactées de façon directe. Par exemple, si vous avez l'habitude de vendre votre pain à 100 francs et que le prix de la farine augmente, forcément, ces boulangeries-là ne vont plus vendre le pain à 100 francs. Le prix du pain va augmenter, ça va dépendre, soit à 150, soit 200, soit 250. On en a vécu ici au Cameroun. Le pain qui coûtait à un certain moment à 150 est passé à 200. À un moment, c'est monté à 250, 300 et ainsi de suite. Tout cela parce que les entreprises boulangères avaient du mal à acquérir de la farine. À un certain niveau, certains ont préconisé même d'utiliser des farines locales. Par exemple, la farine du manioc, la farine de pomme, pour pouvoir pallier le gap en approvisionnement de farine. Oui, donc, il y a ça qui entre en jeu. Et maintenant, on va parler des investissements internationaux. Ce sont des investissements réalisés par une entreprise dans un pays étranger. Oui. Comme il prenait tout le cas de McDonald's. Par exemple, lorsqu'il veut se déployer dans un autre pays, il peut soit vendre une franchise à quelqu'un qui est prêt à investir, à utiliser ce nom-là dans le dit pays en question. Voilà, donc ça c'est toujours un investissement. Pour ce faire, ils peuvent vendre la franchise ou bien ils peuvent eux-mêmes venir s'implanter dans le pays en question. Cela nécessite des coûts. Oui, et ces coûts-là doivent être calculés afin de prendre des décisions qui seront en adéquation avec les bilans financiers de l'entreprise. Parce que si vous vous déployez à l'étranger et que vous n'avez pas des statistiques ou bien des données pour pouvoir vous y implanter de façon sereine, vous allez arriver, soit l'investissement sera de petite taille, soit vous aurez du mal à pouvoir faire décoller votre entreprise parce que les ressources allouées pour vous déployer ailleurs seront trop énormes. Et du coup, les ressources pour pouvoir vous permettre de fonctionner sur le plan local seront limitées. Pour ce faire, il faudra faire des calculs, il faudra payer des consultants afin que cela puisse faire des travaux de fond pour vous ramener des résultats concrets, afin que vous puissiez aller vous y implanter de façon beaucoup plus stratégique avec des données et des résultats qui vous seront fournis et calculés à l'avance. Il peut prendre la forme d'investissement direct, par exemple, l'ouverture d'une filiale à l'étranger, comme je disais. Oui, d'investissement indirect, par exemple, l'achat d'actions d'une entreprise étrangère. Oui, je l'ai bien expliqué précédemment. Vous arrivez dans un pays, vous voulez vous implanter et vous voyez qu'il y a de la concurrence. Vous allez vous acheter toutes les actions, bien vous achetez toutes les entreprises concurrentes afin de vous déployer seul dans la région ou dans le pays en question. Oui. Ou bien vous pouvez arriver dans un pays, vous vous rendez compte que, ou bien même sur le plan des marchés financiers, vous pouvez arriver, vous achetez des actions dans Apple, ou bien dans une banque qui a de bons résultats, ou bien qui est perpétuellement en croissance. Vous achetez des résultats, que ce soit, vous achetez des actions, que ce soit à Facebook, que ce soit à Amazon, que ce soit à Apple. Tout cela pour pouvoir gagner de l'argent. Parce que quand on achète une action, c'est parce qu'on croit à ce que l'entreprise peut faire des potentiels gains à court, à moyen et à long terme.
Oui. Et généralement, si vous avez assez d'argent, quand vous mettez des moyens en jeu pour pouvoir acheter ces actions, ce sont des risques que vous prenez. Oui. Donc, c'est ça en fait. En cadre, nous allons parler de la gestion des risques. C'est quoi la gestion des risques? L'ensemble des activités qui permettent à une entreprise de gérer les risques liés à ses opérations internationales. Oui. Donc, généralement, on a eu des moments où les entreprises, pour payer leurs salariés, sont obligées d'utiliser une certaine monnaie. Un temps, on disait que Apple payait ses employés en yuan, dans la mesure où, lorsque le dollar américain, par exemple, si Apple est implanté en Chine et veut payer ses employés, au lieu de payer ses employés en dollars américains, ils vont payer en yuan, dans la mesure où le dollar est un peu au-dessus du yuan. Oui, ils vont préférer payer les employés en yuan parce qu'en payant en yuan, ils gagnent beaucoup. Ils font des économies. Lorsqu'on fait des rapports entre ces deux monnaies, ils vont faire des économies, soit en gagnant beaucoup plus d'argent en payant en yuan que lorsqu'ils payent ses employés en dollars. Oui. Donc, c'est ça en fait. Ils vont faire des calculs sur les risques, des potentiels risques, afin de prendre des décisions qui vont à leur avantage. Oui. Donc, la gestion des risques inclut la gestion des risques de change, des risques politiques et des risques économiques. La gestion des risques politiques, pour pouvoir par exemple investir dans un pays, ils vont regarder est-ce que ce pays-là, sur le plan politique, est-ce que c'est stable? Est-ce qu'il n'y a pas de guerre dans ce pays? Est-ce que l'administration de ce pays-là est corrompue ou pas? Est-ce que les conditions pour investir dans ces pays-là sont favorables? Tout ça, il faut évaluer tout cela afin de pouvoir y investir. Oui. Donc, on va utiliser l'actualité politique dans ce pays afin de prendre des décisions sur un potentiel investissement. Et les risques économiques. Est-ce que les entreprises, est-ce que l'économie de ce pays-là est en perpétuelle croissance? Est-ce que ce pays est un endroit favorable pour investir? Il faut évaluer ces risques-là. Si nous investissons par exemple dans le secteur de l'automobile, est-ce que en y implantant, ça c'est dans la mesure où une entreprise automobile veut s'implanter dans un pays, est-ce qu'en s'implantant dans ce pays-là et en fabriquant les voitures sur place, est-ce que la population a la capacité de pouvoir acheter ces voitures à un prix bien spécifique? Voilà. Donc, il va falloir faire des études sur ce point afin de voir est-ce qu'il est mieux d'importer les voitures dans ces pays pour pouvoir gagner mieux, ou bien est-ce qu'il est mieux de venir fabriquer sur place et vendre à un certain coût. Ça peut être moins cher parce qu'en fabriquant sur place, forcément, ils vendront un peu beaucoup plus moins cher. Est-ce que c'est un bon point ou bien est-ce que c'est mieux d'importer directement les véhicules? Donc, il y a ces points-là que les entreprises vont évaluer afin de voir le meilleur côté. Oui. Parce que tout, il faut se le dire, dans n'importe quel pays, en fonction de la population, il y a des personnes qui sont beaucoup plus riches, il y a des personnes qui sont beaucoup plus pauvres. Dans tous les pays, il y a une répartition des classes, les riches, la classe moyenne et les pauvres. Et maintenant, en fonction de chaque classe, est-ce qu'en y implantant telle entreprise, quelle est la proportion de personnes susceptibles de consommer le produit de telle sorte que ça puisse permettre à l'entreprise de survivre à court, à moyen et à long terme? Oui, il faut évaluer tout cela. Sinon, vous allez venir investir dans un pays et les gens ne vont pas acheter vos produits parce que la population n'a pas les moyens, ou bien le citoyen moyen n'a pas les moyens adéquats pour pouvoir acquérir votre produit. Et du coup, vous risquez de tomber en faillite. Tomber en faillite devient beaucoup plus évident en fait. Donc, il faut étudier ces risques-là avant de se lancer. Maintenant, nous allons parler des instruments de gestion financière internationale. En un, on va parler des contrats à terme. Ce sont des contrats qui permettent à une entreprise de fixer le prix d'une transaction future. Ils sont utilisés pour gérer les risques de change
les risques de taux d'intérêt. Voilà, les contrats à terme. Donc, une entreprise qui veut se déployer à l'échelle internationale va utiliser les contrats à terme. Et ça va leur permettre de fixer le prix d'une transaction future. Oui, parce qu'à un certain niveau, on ne prend plus de décisions à l'aveuglette. Il faut faire des analyses afin de mieux gérer les risques de change et prendre des taux d'intérêt qui sont à l'avantage de l'entreprise en question. Parce que vous pouvez aller prendre des taux d'intérêt qui sont énormes. Ça va vous faire perdre beaucoup d'argent. Oui, pourtant, en prenant de bons risques, en étudiant tous les paramètres en jeu, vous pouvez acquérir des taux d'intérêt à faible coût et investir votre argent de façon beaucoup plus sereine. Les options, on va parler des options. Ce sont des contrats qui donnent à une entreprise le droit, mais pas l'obligation d'acheter ou de vendre une monnaie étrangère à un prix fixé. Voilà, donc ça c'est lorsque votre entreprise a déjà atteint un certain niveau et que vous voulez la déployer à l'échelle internationale. Vous devez savoir utiliser les options pour pouvoir mieux vous déployer à l'échelle internationale. Oui, vous devez aussi savoir que les options sont utilisées pour gérer les risques de change. Oui. Et cela vous permet de mieux vous déployer, comme je le disais tantôt. Voilà. C'est pour ça qu'à un certain niveau, vous devez maîtriser les marchés financiers. Vous devez maîtriser le marché du Forex. Vous devez savoir. Bon, là, on est en train d'entrer dans le trading. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, lorsque vous atteignez une certaine échelle, vous êtes appelé à entrer en bourse. Oui, et pour cela, vous devez maîtriser les monnaies étrangères et savoir quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre une devise. Ça, c'est dans la mesure où vous voulez déjà vous lancer en trading. Oui. Vous devez savoir acheter et vendre des actions, bien acheter et vendre des devises, ou bien acheter et vendre des indices synthétiques. Donc, il y a ça. Et actuellement, on va aussi parler des swaps. Les swaps sont des contrats qui permettent à une entreprise d'échanger des flux de trésorerie en différentes monnaies. Vous échangez des flux de trésorerie en différentes monnaies. C'est-à-dire, vous avez un capital de 100 millions de francs CFA. Vous pouvez changer en plusieurs monnaies, en dollars, en euros, en livres sterling, en yuan. Tout cela pour pouvoir, par exemple, l'utiliser dans un pays quelconque. Oui, donc c'est ça. Ils sont utilisés pour gérer des risques de change et les risques de taux d'intérêt. Oui, comme je disais tantôt, lorsque vous voulez acheter un produit ou un service dans un pays, au lieu d'utiliser votre monnaie, vous êtes obligé, par exemple, de faire un échange. Vous pouvez échanger votre monnaie soit en dollars, soit en euros, soit en yuan, afin de l'utiliser pour faire vos achats. Oui, parce que si vous l'utilisez, par exemple, avec votre monnaie, ça peut ne pas passer dans ce pays en question, ou bien vous pouvez payer beaucoup plus cher. Vous voyez, donc du coup, vous êtes obligé de faire des transactions en une monnaie qui est à votre avantage. Cela va vous permettre soit de payer moins. Donc, si vous êtes en train de vouloir acheter un produit à l'étranger, ça va vous permettre de payer beaucoup moins cher. Oui, en utilisant une quelconque devise dans ce pays-là. Oui. Donc, c'est ça. Ça vous permet comme ça de pouvoir changer votre argent en différentes monnaies afin de pouvoir l'utiliser pour faire vos achats et être en gain. Oui. Donc, c'est ça en fait. Et beaucoup d'entreprises, avant de faire des transactions à l'échelle internationale, vous allez voir qu'ils vont convertir de l'argent en une monnaie autre avant de réaliser une quelconque action, que ce soit un achat, que ce soit un paiement. Oui. Maintenant, on va parler des titres internationaux. Ce sont des titres qui sont émis par des entreprises étrangères et qui sont négociés sur les marchés financiers internationaux.
Oui. C'est-à-dire, vous voulez vendre des actions, vous voulez vendre des parts, vous allez émettre ça sur le plan des marchés internationaux et des personnes vont venir acheter ces parts, bien acheter ces actions afin de permettre à ce que vous puissiez grandir et déployer votre activité à une grande échelle. Oui, c'est pour ça que, comme je disais tantôt, lorsque une entreprise est déjà assez rentable, à un certain niveau, elle est appelée à entrer en bourse. Oui, et lorsque vous entrez donc en bourse, vous ouvrez votre capital, les gens vont venir acheter des actions, prendre des parts dans votre structure. Et c'est comme ça que ça permet à ce que l'entreprise ne fait que croître. Vous allez vous déployer beaucoup plus facilement dans plusieurs pays. Vous allez vendre vos produits dans plusieurs endroits et ça permet à ce que vous puissiez grandir davantage, gagner en ressources financières et attirer encore plus d'investisseurs. Donc, c'est ça. Maintenant, on va parler des stratégies de financement international. Oui. Quelles sont les stratégies que vous pouvez utiliser pour pouvoir financer votre entreprise, pour pouvoir gérer vos finances à l'échelle internationale? Premièrement, nous allons parler de la stratégie de diversification. Ça consiste à investir dans différents pays et différentes industries pour réduire les risques. Oui. Si vous avez par exemple un capital de 100 millions de francs CFA et que vous voulez investir en Europe, au lieu d'aller en Europe investir dans une seule entreprise, vous allez aller par exemple en France, investir dans une entreprise qui fait dans la technologie. Vous allez, supposons, investir 10 millions de francs CFA dans une entreprise qui fait dans la technologie. Vous allez prendre par exemple 20 millions de francs CFA, investir dans une entreprise qui fait dans la médecine. Vous allez prendre 50 millions, investir dans une entreprise qui fait dans l'immobilier. Donc, vous allez diversifier comme ça vos investissements pour minimiser les risques. Parce qu'à un certain niveau, il y a un adage qui dit on ne met pas tous ses œufs dans un même panier. C'est un peu presque le même principe. C'est-à-dire vous n'allez pas prendre tout votre capital et aller le verser dans un projet. Oui. Parce que, comme on le dit parfois, les projets à un certain niveau, ce sont des trucs qui peuvent échouer. Vous pouvez miser dans un projet et le projet ne marche pas. Alors, si vous avez misé gros et que le projet ne marche pas, vous perdez énormément d'argent. Alors que en diversifiant vos investissements, ça vous permet de réduire le risque au point où si vous avez investi dans 5 secteurs différents, vous avez eu un capital de 100 millions, vous avez investi dans 5 entreprises différentes et que 2 entreprises tombent en faillite ou échouent. Là, vous perdez par exemple votre capital là-bas. Si les 3 autres marchent, ça vous permet premièrement d'être en équilibre. Et à un certain niveau, si ça marche bien, vous pouvez déjà récupérer l'investissement perdu dans les 2 et vous faites un peu de la marge dans ces 3-là. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes à un certain niveau diversifient leurs sources de revenus. Donc, il y a un concept toujours de diversifier les sources de revenus. Voilà, donc c'est ça. Vous avez vu par exemple Bill Gates. Bill Gates a fait fortune dans la technologie. À un certain niveau, il a maintenant diversifié ses sources de revenus en entrant dans le secteur de la santé. On l'a vu en 2019-2020 avec l'avènement du coronavirus. Il a beaucoup investi dans les vaccins, dans la fabrication des vaccins et tout. Vous voyez qu'il diversifie son portefeuille afin de pouvoir être toujours, afin de minimiser les risques. Oui, donc c'est ça. Et beaucoup le font. Il n'est pas le seul qui l'a fait. Il y a tellement de personnes qui le font. La majeure partie des riches aujourd'hui, lorsqu'ils atteignent une certaine fortune, vous allez voir qu'ils investissent beaucoup plus dans l'immobilier. Ils vont acheter des appartements et les mettre en location. Ils vont construire des immeubles et les mettre en location. Ils vont construire des immeubles et implanter d'autres industries. Oui, donc c'est ça. Il faut diversifier les sources de revenus pour minimiser les risques. Une autre stratégie, c'est la stratégie de hedging. Ça consiste à utiliser des instruments financiers pour gérer les risques de change et les risques de taux d'intérêt. Oui. Donc,
on utilise les instruments financiers pour gérer les risques de change. Oui, c'est un peu presque le même concept que j'ai expliqué plus haut. Pour faire un achat, on est obligé de convertir en une certaine monnaie pour pouvoir payer moins cher ce qu'on veut acheter. Ça, c'est l'un des exemples. Ou bien, on est obligé de convertir notre monnaie en une certaine monnaie pour pouvoir réduire le taux d'intérêt si on veut acheter un produit dans un certain pays. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu. Et ça, c'est la stratégie de hedging. Maintenant, vous avez aussi la stratégie de financement. Ça consiste à utiliser des instruments financiers pour financer les investissements internationaux. Oui, les instruments financiers pour financer les investissements internationaux. Donc, c'est ça, c'est ça. Il y a plusieurs façons de pouvoir financer vos investissements lorsque vous voulez vous déployer à grande échelle. Il y a beaucoup de façons de procéder et vous pouvez utiliser des stratégies de financement. Oui. Et l'une des stratégies que vous pouvez utiliser, c'est la stratégie de gestion des risques. Ça consiste à identifier et à gérer les risques liés aux opérations internationales. La stratégie de gestion des risques. C'est-à-dire, avant d'investir dans un pays, comme je disais tantôt, vous allez analyser toute l'activité économique dans ces pays-là. Étudier la concurrence, étudier le profil des politiques, étudier le profil des habitants de ces pays, étudier même, on peut dire, la société sur le plan global, afin de savoir comment est-ce que vous pouvez mieux minimiser vos risques si vous investissez dans un secteur bien spécifique. Voilà. Donc, je l'ai pris avec l'exemple d'une entreprise qui veut s'implanter, d'une entreprise automobile qui veut s'implanter et qui ne sait pas si, en s'implantant et en fabriquant les véhicules sur place, ils vendront mieux que s'ils importent directement leurs véhicules de l'étranger, là où ils sont, vers le pays où ils veulent s'implanter. Voilà. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça. Ce sont des gestions qu'il faudra bien étudier pour pouvoir minimiser le risque en cas d'échec. Oui. Voilà, donc c'est ça, c'est ça. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur la finance internationale. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous voulez à un certain niveau vous déployer sur le plan mondial, vous êtes obligé de maîtriser la gestion financière sur le plan international. Et nous avons un peu essayé de vous donner des thèmes globaux dans ce volet afin que vous puissiez déjà avoir une idée de ce à quoi vous allez être confronté à court, à moyen et à long terme lorsque votre entreprise va atteindre une certaine échelle et que vous aurez besoin de vous déployer de façon massive. Oui, donc ça c'était le dernier volet de cette formation et merci déjà de l'avoir suivi jusqu'à la fin puisque c'est depuis presque un mois et demi déjà que nous sommes en train de développer cette formation. Si vous avez suivi ces 10 modules, vous aurez appris beaucoup de choses sur le plan de la gestion financière de votre entreprise et c'est d'autant plus bénéfique pour vous parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui meurent par manque de gestion financière, c'est-à-dire ils ne savent pas comment gérer le flux de trésorerie, leurs investissements. Ils ne savent pas prendre des risques pour pouvoir investir de façon sereine. Voilà, donc cette formation vous a donc donné des stratégies et des outils. C'est vrai qu'il y a certains points qui vous seront bénéfiques par rapport à d'autres, mais ces 10 modules pour une entreprise qui veut se déployer de façon sereine vous seront bénéfiques. Oui. Donc, c'était Philian Jouta du cabinet Philian Jouta Strategy Consulting. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et en surplus de cette formation, il y a un livre qui va sortir et qui va regrouper, je peux dire, tous ces 10 modules-là, afin que vous puissiez aussi avoir une version physique
de cette formation. Ça sera un e-book qui sera téléchargeable en ligne. Et il y aura aussi une version papier pour ceux qui pourront venir s'en procurer en cabinet. Oui, donc, merci d'avoir suivi cette formation et je vous dis à très bientôt.